deux idées à la fin. Quand je me suis intéressé à la politique, j'ai commencé à voter pour le PS dès le premier tour, pour Ségolène Royal. Et plus je me suis intéressé à la politique, plus je me suis intéressé à la définition des mots, et notamment le mot socialisme. Le mot socialisme, c'est quoi? Pour moi, le mot socialisme, de ce que j'en ai compris, c'est que les moyens de production appartiennent aux travailleurs, c'est qu'il y a la démocratie en entreprise. Malheureusement, j'ai pas retrouvé ça dans le programme du Parti Socialiste, parce que j'ai l'impression qu'il s'est détourné du mot socialiste. Du coup, j'ai été voir plus à gauche, et c'est pour ça que je suis arrivé au Front de Gauche. J'ai hésité entre Europe Écologie Les Verts, le Parti de Gauche, le PCF. Bon, j'ai fait un choix à l'époque, peut-être parce que c'était un nouveau parti, tout simplement. Bon, on dit souvent la gauche. Il y avait un sondage il n'y a pas longtemps qui demandait aux Français: est-ce que vous trouvez que la politique économique du PS est de gauche actuellement? Et les 2 tiers ont dit non, elle est de droite. J'entends beaucoup les gens dire de gauche. Dans mes milieux militants, les gens n'appellent plus le PS la gauche. Ils l'appellent la droite rose ou la deuxième droite. Voilà, n'importe quoi, mais pas la gauche. Faut pas en vouloir à ces gens. C'est des gens qui ont juste été déçus, qui attendaient quelque chose au programme de gauche et qui ne le voient pas encore arriver. Pas forcément dans les résultats, mais vraiment dans le programme. Parce qu'effectivement, il y a eu des avancées. Moi, j'en ai vu, le mariage homosexuel, il y a eu des aides qui ont été réévaluées, l'allocation de rentrée scolaire, etc. Mais sur les gros sujets, la renégociation du TSCG, elle n'a pas été faite. La TVA allait augmenter, alors que c'était Sarkozy qui avait dit qu'il allait l'augmenter. Il y a eu les projets inutiles, où il y a eu de la violence d'État à la ZAD du TST. En 81, c'est grâce à la gauche que le projet sur l'Arzac avait été arrêté. On aurait pu penser que, grâce à cette même gauche, certains projets s'arrêteraient. En fait, ils continuent de plus belle, quoi. Il y a eu la politique de l'offre avec le CICE, et il y a eu des réformes qui ont oublié d'être faites concrètement, comme la séparation des banques d'affaires et banques de détail. Donc en fait, sur les grands sujets, les très grands sujets qui, à mon avis, auraient vraiment des impacts, c'est ça qui déçoit, à mon avis. Donc en fait, quand on nous dit ne vous inquiétez pas, il faut nous faire confiance et on va y aller, les gens ont du mal à faire confiance. Enfin, moi, c'est ce que je remarque dans mon entourage. Moi-même, j'ai du mal à me dire ça prend pas le bon chemin. Par contre, je trouve qu'il y avait une analyse très juste de Mme Tasca sur la démocratie, comme quoi la démocratie n'est pas assez vivante, comme quoi les citoyens doivent se saisir des grands choix de société, la politique ne doit pas être réservée aux élus. Il faut redonner la parole aux citoyens. Je pense que c'est ça notre plus gros problème en fait en France, c'est que les citoyens, on leur demande simplement d'élire des gens et de ne pas donner leur avis sur des grands sujets de société. Donc, pour essayer d'apporter une pierre concrète au débat, je voudrais parler de ce que fait le Parlement danois. Le Parlement danois demande sur les grands sujets de société comme les OGM, le mariage homosexuel, etc., demande directement aux citoyens ce qu'ils en pensent. Les citoyens, un panel de citoyens est tiré au sort. Ce panel de citoyens, en fait, s'appelle une conférence de citoyens ou une convention de citoyens. Ce panel de citoyens va réfléchir pendant de nombreuses semaines avec des experts qui ont des avis contradictoires, des experts de droite, de gauche, des décroissants, etc. Ils peuvent même convoquer leurs propres experts. Et ce panel de citoyens va finalement proposer un texte sur ce grand projet de société. Et les élus danois doivent le respecter, et si ils ne le respectent pas, ils doivent expliquer pourquoi ils ne le respectent pas. Je pense que des conférences de citoyens comme ça, en France, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Des conventions de citoyens, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Je pense que c'est une manière concrète de demander une parole aux citoyens et de l'écouter réellement. Au niveau national ou au niveau local. Par exemple, sur la ZAD du TST, à Sivens, ça aurait peut-être pu être utilisé. Des conventions de citoyens locaux, etc. Un deuxième outil, c'était, pour moi, c'est le référendum d'initiative citoyenne. En tant que citoyen actif, je me suis engagé dans quelques associations. J'ai été voir mon député, M. Malik,
Et je lui ai demandé de faire une proposition de loi pour mettre en place le référendum d'initiative citoyenne qui existe ailleurs. J'ai oublié comment s'appelait l'élu du PCF, monsieur Pascal. Pas mal, Pascal même, c'est bien. Pascal, il parlait du TAFTA. Le problème du TAFTA, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce truc, mais on n'a aucun moyen de faire quelque chose. En Bolivie, ils ont révisé leur constitution en 2009, et maintenant en Bolivie, 5% du peuple peut faire un référendum d'initiative citoyenne pour sortir d'un traité international. On n'a plus besoin des élus européens, enfin des élus boliviens. Le peuple bolivien peut sortir d'un traité qu'il trouve injuste. Des outils comme ça, des outils démocratiques, c'est ce qui nous manque. Et plutôt que, j'entends, il y a beaucoup d'idées sur le logement, etc. Je pense que les principales idées qui nous manquent, c'est des élus qui nous disent « on va vous faire confiance, vous êtes le peuple français, vous êtes intelligent, on va vous faire confiance, donc on va vous donner des outils démocratiques, tels que la convention de citoyens, tels que le référendum local d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire de traités, etc. » Donc moi j'attends que pour les futures échéances électorales, j'attends que toutes les partis de gauche se retrouvent et essayent de se rassembler autour d'un programme démocratique avant tout. Et c'est grâce à ces outils démocratiques qu'on pourra avoir des avancées sur la réduction des inégalités, etc. Voilà. Merci. Alors, je vais Il y en a par là aussi. essayer de faire un synthétique, s'il vous plaît. Je sais que tout le monde a plein de choses à dire. C'est sur un sujet qui n'a pas encore été abordé et que je trouve très important. C'est les questions d'armement et de dépenses d'armement. La France est passée 5e pays au monde pour la vente d'armement parce que l'Arabie Saoudite en vend maintenant plus que nous. Voilà simplement la dernière nouvelle qu'on a. Par contre, pour les armements, on continue l'effort maximum de rénover l'armement, surtout l'armement atomique. Et on a dans ce projet, on a des projets jusqu'à 2025 avec l'Angleterre pour faire travailler sur la fusion nucléaire. Parce qu'on a travaillé juste simplement sur la fission jusqu'à présent, mais c'est bien plus intéressant de trouver la fusion nucléaire. Ça sera encore beaucoup plus puissant. Alors actuellement, on vient de changer les fusées à bord des sous-marins, des fusées qui n'avaient servi à rien jusqu'à présent, puisqu'évidemment elles sont périmées. Alors on en met des nouvelles, et chaque fusée c'est 80 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Et ça c'est la France qui le fait, hein. Il y a pas, on est très impliqué là-dedans. Je viens de lire ce que vient d'écrire Le Drian, ministre de la Défense. Moi j'appelle ça un ministre de la guerre. Je vous assure que vous pouvez le lire, hein, c'est sur Internet, donc vous sortez le dernier discours de Le Drian et vous verrez tous les efforts de la France pour faire la guerre. Il faut savoir que Hollande, personnellement, était d'accord pour aller faire la guerre en Syrie bien avant que les Américains d'autres y aillent. Il voulait y aller le premier, bon, on l'a empêché. C'est mondialement que ça a été empêché, heureusement. Mais sinon l'armée serait là. Alors, je veux dire quand même que c'est vrai que c'est énorme qu'il y ait un gouvernement de gauche. Alors évidemment, c'est le président de la République qui décide de tout en ce qui concerne l'armement. Et actuellement, en plus, on a dit on arrête avec le pillage des pays africains avec la France-Afrique. Actuellement, on soutient au moins dans les pays africains 7 à 8 dictateurs qui sont au pouvoir dans leur pays depuis 30 ans. Alors voilà, alors évidemment vous me direz ça sort de nos petites discussions ici en France, mais on est bien forcé de s'intéresser à ce qui se passe dans tout le monde. Et quand on voit par exemple qu'il y a des guerres dans tous les pays, enfin il y a des guerres dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup d'autres pays, et qu'il n'y a pas une seule arme qui est fabriquée en Afrique, toutes les armes sont fabriquées ailleurs.
Et nous, en France, on est les meilleurs pourvoyeurs d'armes de tous ces pays-là. Alors qu'on sait très bien qu'en plus, la guerre dans ces pays-là, on utilise même des enfants pour faire la guerre. Et ça, c'est absolument incroyable. J'ai jamais entendu le gouvernement essayer de protester parce qu'il y avait des enfants qui faisaient la guerre. Alors voilà, ça c'est... Et alors, je ne vous dis pas les sommes, les sommes, elles sont énormes. On est en pleine crise, mais par contre, pour l'armement, alors là, vous savez, on a de l'argent. Là, on l'a et on le prévoit longtemps à l'avance. Alors moi, je trouve ça absolument inadmissible, surtout quand ça vient d'un gouvernement. Alors, pour l'histoire quand même, je rappellerai que je suis le premier soldat qui a refusé de faire la guerre d'Algérie. C'est plus difficile de lutter contre la guerre une fois qu'elle est là que d'essayer d'éviter qu'elle vienne. D'autre part, je viens de lire tout ce que disait Jean Jaurès à propos de la guerre, et nos petits amis socialistes feraient bien de relire ce qu'ils disent. Sur 2-3 points rapidement. Quand on parle de redonner la parole au peuple, on a quand même une expérience, 2005, le référendum. Le peuple dit non, et on fait le contraire. Donc, sur cette démarche-là, il faut quand même faire fort pour que le peuple il ait vraiment la parole, avec ses élus, bien sûr. Deuxième point, beaucoup de questions ont abordé la vie quotidienne des gens. Ça me semble important, c'est quelque chose de fondamental. Mais ça, on ne pourra l'obtenir sur la durée que si on s'attaque réellement au pouvoir de l'argent. Bon, tout à l'heure, Pascal a parlé de ce que ça pourrait à faire la BFCE là, sur l'aide aux entreprises, à la finance. On a beaucoup parlé dernièrement de la Coupe Davis, où les vrais Suisses ont battu les faux Suisses. Mais en même temps, a été abordée la question de la BNP, Banque française. 170 filiales dans les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'on fait pour renationaliser cette banque? Moi, il me semble que c'est important. Montrer un signe comme quoi on veut s'attaquer. Alors, je ne rêve pas. On est dans un système où le capitalisme et le libéralisme est roi. Mais qu'est-ce qu'on donne comme signe d'avoir la volonté de s'attaquer contre le capital? Pour moi, aujourd'hui, aucun. On fait des choses. Mais la façon dont on ne mène pas le combat en Europe par rapport justement aux paradis fiscaux, ça pose quand même des sacrés problèmes. Moi, j'ai pas encore lu le livre, mais j'ai entendu Suzanne Georges vient de sortir un livre sur les usurpateurs. Ça doit faire réfléchir. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, les politiques qui dirigent ne dirigent pas. Ce sont les grands groupes multinationaux qui dirigent. Donc là-dessus, si on essaye de voir au niveau de nos pays comment on peut régler une meilleure démocratie dans la vie sans en même temps faire pression sur le pouvoir du capital, il me semble qu'on n'arrivera pas. On fera des choses ponctuelles, mais on n'arrivera pas sur le fond. C'est ce que je voulais dire par rapport, de pas revenir sur moi j'habite pas la Verrière, mais je voulais revenir à partir justement des exemples qui ont été donnés sur la Verrière. Et un dernier point, la réforme sur la fiscalité. J'ai travaillé pendant des années dans un quartier, un Neuilly, Courbevoie plutôt. J'ai travaillé à la Défense. C'est incroyable. Les gens qui travaillent là, ils habitent dans d'autres communes. Et c'est même pas eux qui récupèrent les richesses produites au niveau de l'entreprise, ce sont ces 3 villes. Je trouve que la répartition des finances locales, c'est une aberration. Une aberration. Et ça, là-dessus, il faut s'y attaquer à ça. Si on ne s'y attaque pas, on va avoir plein de communes comme la tienne, là, qui se trouvent à succès. Hein, tu nous disais à une réunion qu'il y avait, je ne sais plus combien, plus de 50% des habitants qui n'étaient pas insolvables. Hein, où je me suis... Qui ne payent pas d'impôt. Sur le revenu. Mais par contre... la TVA. Voilà, la TVA, oui, c'est le revenu. Parce que la TVA, tout le monde la paye, il y a encore plus les pauvres que les riches. Parce qu'ils la payent sur la totalité de leurs revenus, alors que les riches, ils placent leur argent. Alors moi, c'est ces éléments-là que je voulais amener en contrepoint à l'ensemble des vraies questions qu'on a posées aujourd'hui. Mais ces questions-là, il faut qu'on s'y attaque aussi, même en sachant que ce n'est pas demain qu'on réglera le problème du capitalisme dans le monde. Mais en même temps, si déjà nous, on s'y attaque
avec les éléments qu'on peut avoir, et déjà sur nos capitalistes, je reprends l'exemple de la BNP, ça me semble quand même quelque chose qui est faisable, et en même temps, bon, tous ceux qui pourraient les paradis fiscaux, qu'on mette en place des choses qui les empêchent de le faire, ou alors on leur confisque. Et je m'arrête là, Muliez, il habite où? Il fait sa fortune en France et il habite en Belgique, là où... Donc, toutes ces questions-là, il faut qu'on les règle. Merci. Alors, il n'est pas moins de 9 heures, peut-être avant qu'on finisse tout seul, c'est bien qu'on finisse tous ensemble, donc peut-être encore une ou deux prises de parole. Bonsoir. Moi, je voulais qu'on pense un peu à un homme qui souffre. Il paraît cette semaine, il souffre beaucoup. Monsieur Gattaz. Mais par contre, quand il attaque les gens qui travaillent avec l'aval du gouvernement, il ne pense pas aux gens qui souffrent ailleurs. Parce que moi, je pense que les salariés souffrent plus que lui, actuellement. Et que je trouve dommage qu'un gouvernement fasse voter des lois pour sur le travail du dimanche. Le travail du dimanche, demain, M. Macron va faire voter des lois pour remettre en cours l'esclavage. Parce que le travail du dimanche, on s'est battu pour ne plus travailler le dimanche, et maintenant, c'est des gens qui, excusez-moi du mot, mais qui n'ont pas vécu, qui connaissent rien au monde ouvrier, qui écoutent un seul monsieur parce qu'il souffre, hein, et qui veulent nous faire travailler le dimanche, qui veulent supprimer les prud'hommes, qui est quand même un tribunal démocratique à l'avantage des salariés, et ça ne plaît pas à M. Gattaz, et ça ne plaît pas à M. Macron non plus. On n'a jamais vu dans un gouvernement un ministre de l'économie s'occuper de la justice. C'est quand même bizarre que ce soit les ministres de l'économie qui s'occupent de la justice. Là, actuellement, il y a un déni de démocratie. Et ça, la réforme des prud'hommes et le travail du dimanche, ça mériterait un référendum. Alors, ma question s'adresse aux élus présents. Souvent dans les discussions, notamment avec les enfants, avec les jeunes, etc. La question qui revient, c'est quelle est la différence entre la droite et la gauche? Entre un gouvernement de droite et un gouvernement de gauche. Je ne parle pas de... je n'englobe pas l'ensemble. Donc, cette question reste posée parce que pour moi aussi, même si j'avais perçu quelques nuances, malheureusement, je dirais, en réponse un peu à Mme Hillman, il y a un proverbe qui dit préservez-moi de mes ennemis, mes amis, plutôt l'inverse, préservez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Donc, si vous voulez, il y a des choses telles que, par exemple, la représentativité des ouvriers dans l'Assemblée nationale. Elle est de combien? On le sait très très bien, ils sont zéro. Voilà, donc totalement absent. Comment voulez-vous que ces créateurs de richesse puissent se défendre? Deuxièmement, concernant des questions telles que les médias, qui malheureusement, on a parmi beaucoup de représentants, y compris vous, j'ai entendu tout à l'heure Mme Cos qui parlait de l'assassinat. Je considère pas ça un assassinat parce que en 86, quand Malick Oussekine a été aussi mort dans pratiquement les mêmes conditions, le ministre a été obligé de démissionner et on a considéré que c'était, je dirais, un assassinat. Il y avait une responsabilité du gouvernement. Vous parlez de rudesse, vous parlez de l'État de plus en plus rude, à travers, alors qu'à l'époque on parlait de CRS, SS, c'était carrément ça, je dirais, dans les manifestations. C'est pour ça, je dirais, le langage, on parlait à l'époque de trop de cadence sur les chaînes ou dans les productions, trop de productivité. Actuellement, on parle de croissance. Comment retrouver la croissance? Y compris dans, j'allais dire partout dans les langages de la gauche, on trouve ce langage qui est similaire à celui de la droite, malheureusement,
au moins au niveau des notions, des termes, ce langage-là est inculqué à travers les médias, qui quelquefois invitent des gens de gauche qui ont des choses à dire, mais ils n'ont pas suffisamment de choses à dire. Ces médias-là sont détenus par qui? Aussi bien les médias de la presse écrite que les médias radio, télé, etc., qui malheureusement inculquent cette culture de la résignation et celle de l'individualisme. L'individualisme dans le sens où, sauf qu'il peut, chacun peut arriver, disons, américanisation de la société. Ça veut dire plus, on peut écraser son voisin pour arriver à quelque chose, plus on peut avoir de chances d'y arriver. Il y a d'autres questions qui sont de société, question de l'immigration, c'est l'islamophobie, l'immigration, terrorisme. Sur ces questions-là, malheureusement, quand je dis malheureusement, c'est des questions accaparées par l'extrême droite et la droite dure, et la gauche suit petit à petit en disant « je comprends ». Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Polonais en France. Je suis désolé, on ne peut pas avoir l'Europe sans les Polonais. C'est pas ça? Oui, Polonais, c'était une phrase. oui, non, mais je dis tout simplement, c'est quelque chose qui a été, je dirais, accaparé par les médias et par les politiques. Oui, c'est dans ce sens-là. La question de l'immigration, de l'islamophobie, c'est une question d'actualité et que malheureusement la gauche essaie d'esquiver, malgré, quand je dis la gauche, le gouvernement essaie d'esquiver. Voilà, essaie d'esquiver, et je ne sais pas pour combien de temps, sachant que la première proposition de vote des immigrés dans les élections locales date de 81. Jusqu'à maintenant, je dirais, là-dessus, Sarkozy ne va pas rater sa campagne la prochaine fois, en disant qu'il est meilleur en ce qui concerne sa relation avec les immigrés, malheureusement. Donc, ça, c'est une question qui me sont posées. Merci. Une petite question. Je voudrais juste poser une question et surtout à les personnes qui sont dans la et Pascal, c'est est-ce qu'un jour les citoyens français auront droit à connaître qu'est-ce que c'est la dette? Qu'est-ce que ça représente la dette? Pascal Savoldelli a parlé d'une partie que je pense fait partie des cadeaux qu'on a fait aux entreprises. Mais qu'est-ce que c'est cette dette? Qu'est-ce que je dois? Qu'est-ce que j'ai eu de plus pour avoir une dette aujourd'hui? Et je pense que c'est ça, on a besoin quand même et je pense que ça, d'avoir le contenu de cette dette, mais clair pour tous les Français. Merci. Alors, il est tard qu'on puisse... on va se revoir, on l'a dit, c'est un point de départ. C'est comme ça qu'on avait conçu notre idée d'avoir cet appel, ce rassemblement de citoyens. C'est l'idée effectivement de se revoir et on prend l'engagement, en tout cas là derrière, j'espère que ça se fera un peu partout ailleurs, que ce débat, qui a été appelé un débat constructif, un débat contradictoire, un débat sans concession, un débat exigeant, c'est à notre avis la seule chance pour l'avenir de notre pays à avoir un certain nombre de réponses. Moi, je vais deux, trois mots en conclusion, enfin un peu plus que deux, trois mots, parce que quand même c'est une initiative qu'on a essayé de prendre et qu'on voudrait voir s'étendre. D'abord, vous remercier tous ceux qui ont accepté de venir, participer, de se déplacer, de loin, dans des conditions, au moment des embouteillages, les Verrières-Rois, les amis d'à côté, vous remercier d'être venus. Pourquoi on avait conçu cette initiative? Elle est née, donc je l'avais dit, après les élections européennes, et le constat donc du rejet que beaucoup de Français portent à la politique d'une manière générale et à ce qu'on appelle la gauche. Il faudra bien redéfinir d'une manière ou d'une autre, et puis donc l'abstention, le vote Front National, le retour de la droite, l'effondrement du PS pendant les élections dernières, mais aussi la stagnation de votre parti se reconnaissant dans la gauche ou dans l'écologie, donc nous a conduit non pas à la résignation,
mais plutôt à l'envie de réagir, à l'envie de dire oui à une autre politique, une autre manière de faire de la politique, et nous disons oui, ça c'est possible. C'est possible d'avoir des élus engagés, honnêtes, sincères, dévoués et actifs. C'est possible d'avoir demain une société plus juste, plus équitable. C'est possible d'avoir une planète préservée, des ressources conservées. C'est possible de donner à nos vies un autre sens que celui de la consommation, de la production effrénée, de la compétition et de la concurrence. C'est possible d'avoir un monde pacifique, respectueux des différences, fait d'échanges, de partage et d'équilibre. Oui, c'est possible, même si nous en sommes encore loin aujourd'hui. Oui, c'est possible, même si jamais le monde n'a été aussi fragmenté, divisé et opposé. Nous voulons y croire, pas parce que dans le même temps, nous sommes arrivés à un niveau jamais atteint de développement, de richesse, de potentialité de vie meilleure, de recherche, de développement culturel et social. Le problème, c'est à qui profite ce développement, à qui profitent ces richesses nouvelles créées, à qui profitent les bénéfices de la recherche, de la science et de la culture produite. Regardons quelques constats. J'ai lu ça en préparant un peu. 85 familles dans le monde. 85 familles possèdent la richesse de 50% des plus pauvres du monde. 3,5 milliards d'habitants. 85 familles. On est compte 85 familles possèdent ce que ont 3,5. Je m'excuse de le répéter, d'insister, parce que quand j'ai lu le chiffre, j'avoue que je l'ai relu plusieurs fois pour me dire mais c'est pas possible. C'est bien il y ça. avoir une erreur dans le chiffre. C'est bien ça. C'est 85 familles. Et parmi lesquelles 9 familles françaises. 9 familles françaises. Ah, bravo. Et pendant ce temps, 3 millions d'enfants meurent chaque jour de faim. Mme Bettencourt, elle peut dépenser 100 millions d'euros par jour pendant 100 ans. Avant d'épuiser sa fortune. Et pendant ce temps, 490 personnes sans abri meurent chaque année en France. Depuis 2011, les revenus les plus pauvres en France ont diminué de 360 € par an. Les revenus les plus pauvres. Dans le même temps, les revenus les plus riches ont augmenté de 1 800 € par an. C'est-à-dire qu'on est arrivé à quelque chose d'incroyable aujourd'hui, qui ne s'est jamais passé en tous les temps, c'est que les pauvres perdent de l'argent, alors que les riches continuent de gagner de l'argent. Avant, il y avait un écart qui se posait. Les pauvres, vous voyez leur revenu un peu amélioré, les riches beaucoup. Non, là maintenant, c'est l'inverse. Les pauvres, chaque année, perdent de l'argent. Quand je parle des pauvres, c'est des gens qui ont 8 000 € par an de ressources. Les écarts se creusent, on l'a dit, et oui, pendant ce temps-là, 1 million de personnes vont chaque jour au restaurant du cœur, 130 millions de repas dans notre pays servis. Le peuple désespère, les jeunes sont désabusés, notre société va mal, notre monde va très mal. Et pendant ce temps, le monde politique donne l'impression de vivre dans un entre-soi. Vivre de ses histoires, de ses disputes, de ses conquêtes, de ses défaites, construites quelquefois sur le dos de ceux qui travaillent ou de ceux qui aimeraient travailler. Aujourd'hui, personne ne comprend pourquoi, quand les plus riches, les plus préservés se font entendre, on les écoute, alors que quand ceux qui sont les plus en difficulté réclament ou contestent, ceux qui ont peu, c'est le silence, le mépris ou la violence. Personne ne comprend pourquoi les richesses sont si mal partagées, pourquoi au lieu d'investir dans les profits, vont vers l'enrichissement personnel de quelques-uns. Nous ne faisons pas haro sur tous les patrons. J'en ai encore rencontré cette semaine des petits patrons de la Verrière avec qui j'ai discuté et qui, à la fin de la discussion, me disent mais finalement, effectivement, on est dans la même logique que vous, c'est ces gros patrons qui sont en train de nous épuiser. Nous, l'investissement, on ne pas. Nous, les crédits, on ne les a pas. Nous, les banques ne nous accompagnent pas. Les aides, c'est pas vers eux. Et eux sont souvent créateurs d'emplois et en tout cas, auraient envie de créer des emplois. Alors, car tout cela, tous ces grands patrons, plus ils sont aidés, plus ils font de profit, plus ils s'enrichissent et moins ils investissent. En 2013, alors que les bénéfices des entreprises, des grandes entreprises,